J'aimerais commencer par vous, Valérie Urbani, puisque vous êtes conseillère technique et juriste au sein du service de suivi et de soutien des tiers dignes de confiance de l'association Rétis. L'association Rétis, dont on a parlé à plusieurs reprises dans la matinée, puisqu'elle a été fondée en 2007 par Mohamed Lousni en Haute-Savoie et qu'elle fait figure de pionnière sur la question des tiers dignes de confiance et du placement dans la famille élargie. Moi, ce que je voulais vous demander, Valérie Urbani, c'est est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où est venue l'idée de créer ce service au début des années 2000, à un moment où ce type d'accompagnement était bien moins développé, les besoins qui ont motivé sa naissance et quels sont les grands enseignements que vous avez pu en tirer après 18 ans d'expérience ? Merci beaucoup tout d'abord de nous avoir conviés, effectivement. Je sais combien il est difficile après la pause repas de motiver et d'intéresser, donc j'espère que je ne serai pas trop soporifique. N'hésitez pas en tout cas à me le faire savoir si besoin. Et j'excuse donc Mohamed Lousni, le directeur de l'association Rétis, qui était indisponible aujourd'hui, qui aurait aimé être là, mais qui m'a chargé de la délicate mission de le représenter pour vous parler effectivement de l'expérience de l'association Rétis en matière de soutien et d'accompagnement des tiers dignes de confiance en Haute-Savoie. Alors, l'idée de la création de ce service, elle est née de la question « Pourquoi aider les aidants ?» Tout d'abord, effectivement, ce qui est à l'origine de la création du service tiers digne, c'est avant tout les situations d'échec au placement classique. C'est la situation de Mehdi. Mehdi, donc monsieur Lousni, était antérieurement, avant d'être directeur de l'association Rétis, directeur d'un autre établissement de protection de l'enfance. Et dans le cadre des prises en charge dans l'établissement dans lequel il était, se trouve Mehdi, qui met en échec son placement, qui refuse en bloc le foyer, qui fugue et qui se réfugie systématiquement chez sa voisine. Et de là, sauf à poursuivre avec ce qui ne fonctionne pas, l'établissement et donc le directeur prend la décision de l'accompagner à partir du domicile de la voisine où se réfugie Mehdi. Et quelques années plus tard, monsieur Lousni, donc Mohamed Lousni, recroise Mehdi, devenu majeur, devenu un jeune homme qui fait sa vie, qui a un métier, qui s'en est sorti et qui le remercie en lui disant combien le fait qu'il ait pu être accompagné, donc certes c'était un placement à l'aide sociale à l'enfance avec un lieu d'accueil chez la voisine, mais combien ça l'avait aidé à se construire, à devenir l'adulte qu'il est devenu. Donc, forme de cette expérience et également d'une place de sa grand-mère dans son histoire importante, chemine l'idée que effectivement, il faut repenser, en tout cas, les possibilités d'accueil des enfants qui ne peuvent pas rester auprès de leurs parents. On est à une époque où, alors le placement tiers digne, et Madame Grunewald le disait bien ce matin, c'est pas une nouveauté, ça vient pas de sortir, c'était déjà effectivement inscrit depuis des années comme une modalité de placement, sauf qu'on est dans des modes d'accompagnement où on a soit un tiers digne de confiance, donc un placement tiers digne de confiance sec, entre guillemets, où effectivement il n'y a ni soutien ni contrôle et une fois dans l'année, en tout cas pour nous sur la Haute-Savoie, le tiers digne de confiance rencontrait le chef de service protection de l'enfance à la direction de la protection de l'enfance ce qui était à l'époque le Conseil général de la Haute-Savoie. Donc aucun contrôle, aucun rendu compte en fait sur les conditions de prise en charge, aucun accompagnement proposé, si ce n'est le versement de l'indemnité journalière d'entretien, puisque effectivement au niveau le Code de l'action sociale et des familles dispose que le département doit verser aux tiers dignes de confiance une participation aux frais, enfin la prise en charge des frais d'entretien, d'éducation et de conduite liés au placement. Donc, on a soit le TDC sec, soit le TDC plus AEMO.
Et on est en Haute-Savoie sur un département, un des rares, ils étaient une dizaine à l'époque, à exercer directement les AEMO. Donc c'était les référents AEMO du conseil départemental qui, exerçant directement les AEMO, intervenaient. Donc on est avec le placement tiers ligne de confiance plus AEMO, donc une forme de double mesure, avec une mesure de protection de l'enfant par le tiers digne, et puis une mesure d'AEMO. Et comme je vous disais, c'était les mêmes référents AEMO qui interviennent dans le cas de carences éducatives auprès des parents pour le maintien de l'enfant à domicile, qui intervenaient auprès du tiers digne de confiance, donc parfois avec un peu la même posture, et puis surtout une longue liste d'attente en AEMO qui faisait que les tiers dignes de confiance ne bénéficiaient pas forcément d'un accompagnement compte tenu des délais dans l'effectivité de la mesure. On est dans un contexte également donc, où on a un public de tiers ligne de confiance qui est méconnu parce que les ressources de l'environnement, elles ne sont pas nécessairement investiguées. À ce moment-là, on est sur la loi de réforme de la protection de l'enfance du 5 mars 2007, où se mettent en place les cellules de recueil des informations préoccupantes, où il est bien dit que les ressources de l'environnement doivent être évaluées, mais pour autant, les travailleurs sociaux en charge de l'évaluation n'ont pas le temps matériel d'investiguer les ressources. Et puis, quand elles sont investiguées, elles suscitent la suspicion. Parce qu'effectivement, on se dit, les chiens ne font pas des chats, les pommes ne tombent jamais loin de l'arbre. Enfin, en tout cas, on se dit que si l'enfant doit être placé, il ne doit peut-être pas être placé dans sa famille, parce que si les parents présentent des carences éducatives, ça doit être transgénérationnel. Du coup, sans parler en plus de toutes les théories sur la confusion des places, mamie qui veut prendre la place de maman, enfin bon, voilà un peu le décor dans lequel on se situe. Et puis là, Mohamed Lousni se dit non, il faut changer de paradigme. Et il faut s'appuyer sur les ressources familiales et rendre visibles tous ces invisibles qui pourtant sont cachés, mais à la vue de tous, parce qu'ils sont déjà là, ils sont souvent déjà présents dans la vie de l'enfant. Et il faut absolument faire entendre la voix, donc la voix VOIX, mais aussi la voix VOIE, des proches, et pouvoir s'appuyer dessus pour proposer une protection rapprochée de l'enfant. C'est aussi à la fois reconnaître les liens d'attachement qui existent, et maintenant on le sait, la recherche nous l'a démontré avec toutes les théories de l'attachement, combien ces liens sont importants sur le développement de l'enfant et qu'il a un besoin d'attachement sécure avec un adulte disponible, stable et prévisible pour avoir un bon développement. Et donc, c'est l'idée que, on reconnaît à travers les ressources familiales ces figures d'attachement qui sont présentes depuis longtemps, parce que c'est souvent mamie, Madame Grunenwald le disait ce matin, qui s'occupe déjà de l'enfant depuis un moment et que l'enfant connaît bien. Donc, souvent, cette fonction de tiers digne de confiance, elle précède le statut de tiers digne de confiance qui lui est reconnu lorsque le juge des enfants lui confie l'enfant. C'est aussi l'idée que d'inverser en fait et de se questionner pourquoi donc cette mamie qui est présente depuis très longtemps, qui est donc le premier secours, s'avère être le dernier recours, c'est-à-dire celle, si on reprend l'exemple de Mehdi, qu'il a imposé en fait à ceux qui ont d'abord été saisis comme premier secours. Et de se questionner en fait sur ces placements ASE qui précèdent l'accueil chez le tiers digne et sur les conséquences de l'enfant. Effectivement, je mettais l'exemple de Karine, là, que l'on a, en se questionnant, où Karine, c'est un bébé secoué. Son papa est mis en cause. Alors, c'est un accident de la vie, un jeune papa dépassé qui a eu le geste malheureux. Mais Karine, elle est tout de suite placée à la pouponnière. Parce qu'on se questionne, la maman, elle est en protection de son conjoint. Et pour autant, il y a mamie qui s'occupe depuis longtemps de Karine.
Enfin, depuis longtemps, elle a 3 mois, hein, mais depuis sa naissance, en tout cas, cette mamie, elle est présente et elle s'occupe de Karine. Sauf que d'un côté, on se dit, c'est la maman du papa qui a secoué Karine. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas se méfier quand même? Est-ce qu'elle présente toutes les garanties? Et puis, on s'aperçoit dans l'histoire familiale, puisqu'il y a une mesure judiciaire d'investigation éducative qui est ordonnée, que cette mamie, le papa du papa a pu être dur et violent et que ça peut expliquer les difficultés du papa à maîtriser ses émotions. Donc, on se questionne sur si elle n'a pas su protéger son fils, peut-elle protéger sa petite fille. Et alors même que cette mamie, elle est institutrice et qu'elle s'occupe d'enfants toute la journée. Donc c'est vraiment l'idée de faire confiance aux premiers secours, s'appuyer sur les ressources de l'environnement et du coup de proposer un service spécialisé de type hybride qui puisse faire du tout en un, c'est-à-dire à la fois le suivi et l'accompagnement du placement TDC, mais aussi ce qui relève de l'AEMO, le suivi du développement de l'enfant, la médiation, la coparentalité, et dans une logique en fait de cohérence, notamment avec assurer une cohérence du parcours des enfants, dans une logique de continuité pour éviter les ruptures et puis permettre effectivement une sécurité affective pour l'enfant qui est accueilli. Une coordination en faisant équipe avec les tiers dignes de confiance, avec les parents, avec les proches, avec les partenaires, et d'assurer une complémentarité dans l'intervention qui mêle à la fois l'expertise technique des professionnels, mais l'expertise expérientielle des tiers dignes de confiance. Et ce, avec des savoirs d'action et puis des savoirs de vie du tiers digne. Et c'est dans ce contexte que le service de suivi et de soutien des tiers dignes de confiance est né en Haute-Savoie en 2008. Donc j'en parle à dessein puisque j'ai toujours tendance à faire l'image en fait. Donc Monsieur Lousny, c'est un temps en fait que les moins de 16 ans, mais il n'y en a pas dans la salle, ne connaissent pas, mais on est avant la loi HPST, donc la loi Hôpital Patient Santé Territoire de 2009, on est avant l'appel à projet, on est dans un temps, certains diraient béni des dieux, où l'initiative venait du privé et était présentée en fait, et il y a le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale, et les projets sont présentés au directeur de la protection de l'enfance de Haute-Savoie, ça se discute, donc Monsieur Lousny arrive avec son projet de suivi et de soutien des tiers dignes de confiance. De l'autre côté, et donc je disais, j'en parle à dessein, puisqu'à ce moment-là, j'étais de l'autre côté du miroir au Conseil général, et on reçoit Monsieur Lousny, et on dit, bingo, effectivement, alors on exerce les AEMO, on a une liste d'attente, et puis il y a besoin, c'est vrai, dans ces situations-là, c'est des situations qui ne sont pas simples, il y a besoin d'un accompagnement, eh bien, allons-y sur un service dédié à l'accompagnement des tiers dignes de confiance, et qui, en fait, permettent de ne pas passer directement du premier cercle, donc la famille mononucléaire, papa, maman, enfant, et en passant directement au troisième cercle, mais de bien s'arrêter sur le deuxième, donc la solidarité familiale avant la solidarité sociale. Le service, initialement, est autorisé, c'est un tout petit service, 15 places, parce que le département n'était pas, à cette époque-là, oui, une innovation, mais avec précaution. Donc on le limite à 15 places, et puis très tôt, ce service, il répond à des besoins. Et il augmente en termes de capacité très rapidement, il passe à 20 places, 40 places, et puis 80 places actuellement. Au niveau du coup des 3 modalités d'accompagnement qu'on a identifiées donc à l'époque sur le département et désormais avec la loi Taquet de 2022, on a des périmètres où effectivement les besoins, quand on est sur un placement long chez le tiers digne de confiance qui roule et où il n'y a plus de problématiques, c'est effectivement d'alléger l'intervention et d'être sur le placement tiers digne de confiance avec le suivi par un référent de l'aide sociale à l'enfance. Quand on est dans un placement tiers digne de confiance et qu'on travaille au retour de l'enfant au domicile, là, on va aller, nous,
sur des préconisations, que ce soit accompagné par l'AEMO, qui pourra poursuivre l'accompagnement au domicile s'il y a besoin, une fois que le placement tiers ligne de confiance aura été levé par le juge des enfants. Et puis pour tous les autres cas de figure, le service dédié au suivi et au soutien des tiers lignes de confiance de Rétis pour la Haute-Savoie. Au niveau de l'accompagnement qui est proposé par le service, donc je le disais, c'est un service hybride qui propose du tout en un avec 4 axes. Donc tout d'abord, du neuf, c'est-à-dire effectivement l'information et le soutien à l'aidant et aux tiers lignes de confiance. Donc là, c'est tout l'accompagnement qui est proposé aux tiers lignes de confiance en lien avec la pluridisciplinarité de l'équipe, puisqu'il y a un accompagnement administratif, juridique, éducatif, psychologique qui est proposé par le service. On a effectivement les missions classiques, je disais, de l'AEMO, celle du suivi du développement de l'enfant et d'en rendre compte au juge des enfants, et de la médiation tiers ligne de confiance parents-enfants, et de l'exercice de la coparentalité entre le tiers ligne de confiance et le parent, qui reste titulaire de l'autorité parentale, puisqu'on est dans le cadre d'un placement en assistance éducative. La petite nouveauté, c'est dans le service de suivi et de soutien des tiers lignes de confiance, il y a l'idée du versement de l'indemnité journalière d'entretien. Donc c'est bien le service de Rétis qui intervient, qui verse l'indemnité journalière d'entretien aux tiers lignes de confiance et qui peut aussi adapter et accompagner le tiers ligne de confiance. Donc s'il y a des besoins supplémentaires avec un doublement de l'indemnité exceptionnelle, ou bien accompagner le tiers ligne sur des demandes d'aide financière auprès du département ou d'aide pour le départ en colonie de vacances, etc. Et puis il y a également l'entraide. Donc l'entraide entre les tiers, notamment avec l'idée de mailler les tiers entre eux, de créer un réseau autour d'eux et qu'il puisse y avoir un groupe où ils échangent leurs expériences, se soutiennent mutuellement et s'apportent même du répit et des solutions. Voilà, au niveau à peu près de la palette des interventions. Donc, on intervient en fait dans grosso modo 2 types d'accompagnement, parce que en fait on se rend bien compte sur les placements tiers lignes de confiance qu'on a les tiers temporaires. Donc le tiers temporaire, c'est le tiers d'un moment, c'est le dépannage, le relais, et c'est l'exemple de Marine qui a été confiée à sa grand-mère pendant l'incarcération de sa maman. Donc sa maman, mauvais choix de compagnon. Enfin voilà, un parcours, une condamnation pénale, mais absolument aucune carence éducative, et parfaitement en capacité de s'occuper de Marine. Je suis désolée, j'ai changé un peu les prénoms, donc c'est pour ça que je me perds un peu parfois en sachant comment je l'ai appelée. Mais donc Marine, elle est confiée à sa grand-mère pendant les 1 an d'incarcération de sa maman, et puis au retour, il n'y a plus de tiers. Donc la grand-mère est accompagnée sur ce temps, mais à la sortie d'incarcération, elle reprend ses fonctions de parent et il n'y a plus de carence éducative. Donc là, c'est le tiers temporaire et c'est l'accompagnement temporaire de dépannage ou de relais. Il y a le tiers erreur d'aiguillage. Donc ça, c'est aussi des modalités d'accompagnement court et où l'intervention du service permet de voir que ce qu'on pensait être la ressource ne l'est pas. Donc c'est un peu le tiers indigne, parce que ça existe aussi. Il y a le tiers digne de confiance, mais il y a effectivement à la marge, heureusement, le tiers indigne. Et c'est Fabrice qui a été confié en fait à son beau-père en urgence parce qu'il y a une mesure d'AEMO avec hébergement. La maman disparaît du jour au lendemain, elle fugue. Et il est confié en urgence à son beau-père, puisque la maman est titulaire exclusive de l'autorité parentale. Mais le beau-père se révèle violent. Et donc, on a accompagné jusqu'à effectivement saisir le juge des enfants en urgence pour une main levée du placement tiers digne. Et puis, il y a le tiers temporaire aussi, quand on est dans l'adaptation du statut de l'enfant.
On peut accompagner les tiers dignes de confiance, notamment vers une délégation d'autorité parentale, parce que soit on a un désintérêt manifeste du parent, soit on a des parents qui sont dans l'impossibilité d'exercer leur autorité parentale et qu'on est dans le cadre de la délégation d'autorité parentale. Donc on accompagne les tiers dignes de confiance à saisir le juge aux affaires familiales et à solliciter une délégation d'autorité parentale. Alors, il s'avère qu'il y a certaines situations de DAP où on n'intervient plus parce que ça roule, et puis d'autres, le service de suivi et de soutien des tiers dignes de confiance de Rétis est également autorisé pour accompagner les situations de délégation d'autorité parentale forcée sur mandat du conseil départemental, mais je l'évoquerai un petit peu plus tard. Ensuite, il y a toutes les autres situations, parfois, pour d'autres, qui sont tiers pour la vie, où ça va mal, mais c'est la bonne solution et ça va pas si mal pour l'enfant et c'est ce qui correspond à ses besoins. Donc ce que je vous disais, c'est que très vite, donc le service, il a été autorisé en 2008, il a ouvert en 2011 puisque le département avait échelonné en fait les moyens financiers pour l'ouverture des services. Et donc, on est maintenant à l'adolescence, j'ai envie de dire, du service, puisqu'il va bientôt fêter ses 14 ans de fonctionnement et qu'entre-temps, on a bien grandi, comme on est passé de l'enfance à 15 jusqu'à 80 enfants, doublement de la capacité. Et on devrait vraisemblablement, on va en tout cas le solliciter auprès du conseil départemental, à nouveau peut-être un doublement de la capacité autorisée. En lien avec le fait que ce service, mais je ne veux pas vous noyer avec le jargon juridique, en fait c'est un service qui est autorisé uniquement par le conseil départemental. Il n'y a pas de double autorisation sur ce service, ce qui fait que le conseil départemental a la possibilité dans les départements sous tension, dans les dispositifs, de pouvoir aller jusqu'au doublement de la capacité sans passer par un appel à projet. C'est gagner du temps par rapport au délai s'il fallait ouvrir de nouveaux services. Donc, les missions du service sont essentiellement donc, une mission informative sur le statut et les droits des tiers dignes de confiance, une mission d'évaluation de la qualité de l'accueil, notamment quand le tiers digne de confiance a été désigné sans préalable. Et ça, je pense que c'est vraiment la plus-value. C'est-à-dire que nous, on voit une augmentation des désignations de tiers dignes de confiance des enfants confiés par les juges des enfants, en lien avec le fait qu'ils savent qu'ils peuvent mandater un service dédié. Puisque je vous le disais, le service n'est autorisé que par le président du conseil départemental, mais pour autant, les juges des enfants nous mandatent directement. Il y a bien entendu la mission d'accompagnement de l'enfant, la mission de soutien aux tiers, aux parents et à la coparentalité, et puis la mission de médiation que j'évoquais, notamment pour pacifier les liens et renforcer les réponses aux besoins des enfants. Au niveau de... Est-ce que vous pouvez changer la diapo, s'il vous plaît ? Merci. Donc, on a effectivement une redistribution des rôles. Donc, on voit bien, il y a un jeu relationnel. On a d'un côté un enfant en danger, puisque le juge des enfants l'a confié. On est en assistance éducative, donc on a forcément un enfant en danger. On a un parent empêché, alors empêché par ses difficultés, y compris socio-éducatives, ou ses troubles, enfin voilà. Et on a un tiers protecteur, donc soit pour dépanner, soit au long cours. Et puis un service dédié qui est une forme de couteau suisse, centre ressources, qui propose donc différents outils et missions pour accompagner le placement tiers digne. Et là, on est dans une logique d'aide. Mais en fait, ce jeu relationnel, nous, on préfère dire qu'on est surtout dans une logique d'entraide, avec l'idée qu'il faut renforcer et créer une communauté de soutien autour de l'enfant confié et prévenir l'isolement et l'épuisement du tiers digne de confiance ou une dégradation de la situation. Et tout ça en créant un réseau protecteur autour de l'enfant en besoin, avec différentes configurations, et on les voit là, mais qui placent l'enfant au centre. Donc, dans les configurations, on peut effectivement avoir le tiers digne, l'enfant et le parent. Et là, on est sur la coéducation et la gestion du quotidien de l'enfant.
On est sur une configuration où on a tiers ligne de confiance, enfant, service, et là on est sur les fonctions de conseil, soutien, évaluation, accompagnement. On est sur une configuration parents, enfants, service, où là, on va être sur du soutien à la parentalité, du soutien à la coparentalité et l'exercice même du droit de visite en présence d'un tiers du parent par le service. Et puis, on a de la configuration tiers digne, enfants, parents, service, où là, on va être sur de la médiation. Des rapports avec l'idée que effectivement l'enfant n'existe pas seul, qu'il est inséré dans un réseau de liens d'attachement multiples et qui va former avec le service un réseau protecteur autour de lui. Alors bien entendu, cela crée en fait un peu un jeu des places, notamment entre les acteurs adultes. Donc, configuration idéale, c'est la première, on voit bien, il y a un bon lien en fait entre le tiers et le service. Le tiers s'appuie bien, on répond bien à ce dont il a besoin. Il y a une bonne relation entre le tiers et le parent, et puis le parent et le service. Le service arrive bien à collaborer avec le parent, et on travaille un peu toutes les dimensions de soutien à la parentalité. Donc c'est le cas, j'ai mis la situation de Maëva. Maëva, elle est confiée à ses grands-parents. Les parents sont présents, ils sont conscients de leurs difficultés. Il y a du handicap, il y a de la curatelle. La collaboration est bonne. Alors certes, il y a du handicap et de la curatelle, mais il y a des parents aimants et qui sont présents. Donc voilà, on s'appuie. On est sur un placement tiers digne au long cours, mais qui ne va pas glisser sur de la délégation d'autorité parentale, puisqu'on a des parents qui sont présents et qui, autant que faire se peut. Et donc on est parti sur jusqu'aux 18 ans de Maëva. On le sait d'avance, mais à la fois, il n'y a pas lieu de changer le cadre juridique. Et à la fois, vous pourriez dire pourquoi on ne bascule pas, puisque ça serait typiquement la situation, on bascule sur un accompagnement par le référent ASE, sauf que là, la mamie, elle a besoin de l'accompagnement juridique du service, et notamment de l'accompagnement administratif aussi. Ensuite, on a deuxième configuration, donc ça c'est la situation classique, j'ai envie de dire en judiciaire, où on a le moindre mal. Le rapport est bon entre le tiers et le service, il est tendu entre le tiers et le parent, et entre le parent et le service. C'est le cas de Barbara. Elle est confiée à son oncle et à sa tante. Sa mère la voit tous les 15 jours en visite en présence d'un tiers. La maman en veut au tiers digne qui accueille l'enfant. Elle en veut au service parce qu'elle dit qu'elle se sent exclue de la vie de son enfant et que les visites en présence d'un tiers ne sont pas justifiées. Elle n'est pas dans la collaboration, mais ça n'empêche pas, et c'est ce que disait Madame Grunenwald ce matin, que le placement tiers digne est la meilleure des solutions pour cet enfant. Barbara, elle se développe bien, elle est bien chez les tiers dignes, et eux, ils ont besoin de la médiation du service, notamment dans les liens avec la maman et entre leurs liens avec la maman. Voilà, ça va bien. Pas trop bien, mais ça va bien. Troisième cas de figure, donc c'est la situation d'étayage, celle où le service doit intervenir notamment pour prévenir l'usure et l'épuisement du tiers ligne de confiance. Donc le rapport est bon entre le tiers et le service. Le rapport est plutôt bon entre le tiers et le parent, mais le parent, lui, il collabore pas trop avec le service. C'est le cas de Maria, qui a été confiée avec ses deux frères successivement, à leur grand-mère maternelle, qui, elle, s'est arrêtée de travailler parce que, du coup, 3 enfants en accueil, en placement tiers ligne de confiance, ça faisait beaucoup. Donc, elle a dû s'arrêter pour s'en occuper. Mais elle a besoin du soutien du service, notamment pour prévenir
ça fatigue, l'usure. Elle a besoin aussi de comprendre parfois comment les enfants réagissent, pourquoi ils réagissent comme ça. À la fois, la maman, elle s'entend bien avec sa propre maman, même si parfois elle est un peu à distance. Et la maman, elle collabore très, très peu avec le service. Mais le bon lien, en tout cas entre la tiers digne et les parents, a permis d'éviter l'écueil de la rivalité entre la tiers digne et la maman, et de travailler la coparentalité, et avec un retour progressif des enfants auprès de la maman. Et donc voilà, c'est une configuration qui permet là aussi le maintien du placement tiers digne, même si tout le monde ne s'entend pas. Et enfin, le dernier cas de figure, celui-là par contre, c'est celui où on est dans l'impasse et où on est dans la configuration impossible. Là, c'est tendu entre le tiers et le service, c'est tendu entre le tiers et le ou les parents, et c'est tendu entre le parent et le service. Et je prenais comme exemple la situation des enfants Julie et Jacques B, qui sont confiés à leur grand-mère maternelle. Ils sont en alliance avec la mamie, mais la mamie n'arrive pas à leur imposer un cadre éducatif, ces deux ados. Il y a des fortes dissensions entre la mamie tiers digne et les parents, et notamment avec la branche paternelle. Et la mamie perçoit l'intervention du service comme une remise en question de ses compétences, ou pire parfois comme une alliance avec la branche paternelle. Et du coup, là, on est dans l'impossibilité de travailler parce qu'il y a de la collaboration avec aucune des parties, aucun des acteurs. Et du coup, là, on a sollicité en fait un accueil judiciaire à la journée, avec maintien du placement tiers digne, mais en disant que Rétis, en tout cas, on a demandé à être déchargé parce qu'il n'y avait pas de plus-value sur l'intervention du service. Et le juge des enfants, lui, il a considéré qu'il n'y avait lieu d'ordonner qu'un accueil judiciaire à la journée. Donc l'accueil chez la mamie se poursuit, mais dans le cadre d'un arrangement avec la branche maternelle, dans le cadre d'un arrangement familial, avec un accueil judiciaire à la journée pour les enfants. Au niveau, vous l'évoquiez, des leçons de l'expérience qu'on a pu tirer maintenant avec l'adolescence du service, donc au bout de 14 ans. Donc les forces et les difficultés, eh bien, on voit bien, en tout cas au niveau des forces vis-à-vis de l'enfant, le placement tiers digne de confiance, c'est pour lui la normalité dans la normalité. Donc la normalité, c'est la protection de l'enfance, c'est effectivement, et la normalité, c'est l'accueil dans sa famille et l'appartenance familiale. Et sans remettre en question le bien fondé des lieux d'accueil qui peuvent être nécessaires dans certaines situations, là, ça n'est pas le minibus qui vient chercher à la sortie de l'école, c'est mamie, c'est papy, c'est l'oncle, c'est la tante, et c'est vis-à-vis des copains et des copines. Voilà, une forme de normalité, une forme de sécurité, de stabilité dans le lien. Et c'est surtout l'appartenance familiale et le rattachement à l'histoire et à la mémoire familiale qui est nécessaire pour le développement de l'enfant. Au niveau des difficultés qu'on peut rencontrer, ça peut être effectivement l'enfant tiraillé, l'enfant qui peut être pris dans le conflit de loyauté entre ses parents, entre le tiers digne, et qui peut se retrouver parfois enfermé dans un non-choix, ne pas arriver à choisir, ou bien mettre à mal le lien pour en tester la solidité, pour la résistance, ou bien pour se confirmer qu'il n'est pas déloyal à l'un ou l'autre. Donc ça, c'est tout l'intérêt de l'accompagnement psychologique que propose le service pour travailler cette dimension-là, ou en tout cas pouvoir accompagner, orienter vers les ressources de droit commun en la matière. Au niveau des tiers dignes de confiance, les forces qu'on peut identifier, c'est avant tout, mais Martine en parlera juste après, en tout cas du haut de son expérience, c'est l'engagement, l'investissement
que mettent les tiers dignes de confiance dans la mission qui leur est confiée et dans leur fonction, qui relève pour eux d'un devoir moral. On a vraiment effectivement un engagement, mais d'où le risque d'épuisement aussi, puisque quand le stress que peut générer cette perception de devoir moral a besoin d'être accompagné. Et puis, c'est effectivement la réponse aux besoins de l'enfant, puisque, en tout cas, dans la typologie du public que l'on accompagne, on voit que c'est des enfants qui vont plutôt bien, ou en tout cas, la santé est bien suivie quand ils sont en placement tiers digne. Au niveau de la scolarité, une majorité suit une scolarité générale, et c'est des enfants qui vont plutôt bien, en tout cas, sur la dimension santé. Au niveau des difficultés, on l'a évoqué ce matin, c'est ce statut, pardonnez-moi la vulgarité, bâtard, du tiers digne de confiance, qui ont peu de droits et par contre beaucoup de responsabilités, et qu'on place parfois dans des situations d'injonction paradoxale où on va leur demander en fait de saisir le juge aux affaires familiales pour qu'on leur délègue l'autorité parentale, et à la fois dire le risque de confusion des places, oui mais... Enfin, voilà, on est parfois dans des injonctions complètes. On leur demande de gérer le quotidien, mais à la fois, ils ne peuvent pas prendre toutes les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale. Et il peut y avoir effectivement donc, l'épuisement du tiers digne qui lâche la mission ou la fonction à un moment parce que c'est trop lourd. Et puis surtout le soutien matériel et financier insuffisant. Et là, j'insiste en tout cas sur le fait qu'il y a une inégalité de traitement, en tout cas selon les départements, entre les tiers dignes de confiance, puisque certains départements vont être très généreux, d'autres vont l'être beaucoup moins, que la plupart du temps c'est fixé dans leur règlement départemental d'aide sociale, et que donc c'est effectivement chacun des départements, en tout cas la loi prévoit que le département doit prendre en charge les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite, mais certains départements peuvent faire jouer l'obligation alimentaire s'il s'agit d'un papy, d'une mamie, en disant que les ascendants doivent obligation alimentaire à leurs descendants, et que dans tous les cas par contre... Il y a des besoins matériels et financiers nécessaires à la prise en charge de l'enfant et qui s'avèrent être insuffisants. Et Lucille Basse le disait dans l'étude de l'ONPE, on sait aussi qu'un certain nombre de situations de placement tiers digne sont auprès de tiers dignes qui ont des situations précaires. On est beaucoup aussi sur des grands-parents, des retraités qui n'ont pas forcément des grandes retraites. Et voilà, il y a un besoin de soutien matériel. Au niveau des parents, je vais de plus en plus vite parce que je crois que je déborde beaucoup. Donc le parent, les forces, la coparentalité, le respect des droits, le soutien à la parentalité. Les difficultés, c'est quand il y a la chaise vide et qu'ils n'occupent pas la place de parents, ou bien quand ils se centrent sur eux-mêmes et pas sur l'intérêt de l'enfant, ou quand ils utilisent l'exercice de l'autorité parentale comme moyen de pression à titre d'instrumentalisation. Au niveau des forces du service, c'est avant tout l'équipe pluridisciplinaire de travailleurs sociaux, assistantes sociales ou éducateurs spécialisés, psycho, chefs de service, juristes, directeurs, qui permet en fait d'apporter une réponse adaptée aux besoins de chacun, parent, tiers et enfant. Et puis la souplesse et la réactivité de l'accompagnement, puisque le service est joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans le cadre d'une astreinte, peut organiser les visites en présence d'un tiers lorsque c'est nécessaire. Au niveau des difficultés, c'est parfois peut-être un passage d'une logique de méfiance qui pouvait y avoir avant à un excès de confiance, parce que nous, on part effectivement du principe que le premier protecteur de l'enfant, c'est le tiers digne de confiance, et que le service, il intervient uniquement pour accompagner. Au niveau, et je conclurai là-dessus, les besoins identifiés
En tout cas, vraiment la mise en place de l'entraide et du répit, notamment via la création de groupes de tiers dignes de confiance pour partager les expériences et pouvoir même intervenir en relais. Là, on a une situation où une tiers digne, les 2 enfants qui lui étaient confiés, 2 jumelles, partent en études supérieures. C'était une amie de la famille. Et dans le cadre du groupe de tiers, elle a rencontré d'autres tiers qui accueillent une petite, la petite fille qui a 1 an et demi. Et donc, elle s'est proposée pour accueillir la petite fille un week-end tous les 15 jours pour offrir du relais et du répit aux grands-parents. Donc voilà, c'est aussi l'avantage de ce groupe de tiers. Il faudrait peut-être qu'il se constitue d'ailleurs en association au niveau national. Ça permettrait peut-être un peu de revoir leur statut. Le besoin d'un soutien psychologique qui puisse leur être apporté aussi gratuitement parce que parfois c'est des situations qui sont très lourdes, parce que c'est pas simple d'accueillir l'enfant de son propre enfant parfois. Une aide juridique parce que ils se retrouvent confrontés, et je l'évoquais tout à l'heure avec le juge aux affaires familiales, parfois des situations qui sont extrêmement compliquées au niveau juridique et il y aurait vraiment besoin de les aider. Et je conclus effectivement avec le soutien financier plus conséquent, puisque d'un côté, je le disais, ils ont droit à l'indemnité journalière d'entretien, mais qu'on leur demande quand même aussi de rattacher l'enfant à leur mutuelle, de veiller à l'assurance responsabilité civile et qu'ils n'ouvrent même pas droit à la demi-part fiscale de déduction. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Urbani, pour cette présentation très complète de toutes vos missions. Je voudrais maintenant passer la parole à Madame Dierska, puisque vous avez travaillé ensemble et avec Rétis lorsque vous étiez tiers digne de confiance. C'était il y a 13 ans, je crois, si je ne m'abuse. Et donc, vous avez été, vous aussi, parmi ces personnes qui étaient un petit peu pionnières à l'époque dans ce type d'accompagnement, en tout cas lorsqu'il a commencé à être formalisé tel quel. Et est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience, du soutien que vous avez reçu de Rétis à l'époque et peut-être aujourd'hui du regard que vous portez sur le fait que c'est un type d'accueil familial qui a vocation à se développer et connaître votre avis sur ces questions? Oui, alors moi, je prétends pas représenter tous les anciens tiers de confiance, ni toutes les mamies, puisqu'on a parlé beaucoup des mamies, ce qui était mon cas. Oui, donc on parlera de Rétis, mais c'est vraiment un hasard. Je vais peut-être vous partager un petit peu notre expérience à mon mari et à moi-même, parce que nous étions tous les deux tiers dignes sur cet accompagnement-là. Donc, sans vous rentrer trop dans les détails, vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour nous et comment, en fait, nous sommes passés de ce que moi j'appelle grands-parents refuge, parce que comme pour la plupart, je crois, des grands-parents, puisque c'est quand même souvent les grands-parents qui sont concernés, nous étions déjà très investis, en fait, auprès de cet enfant, l'enfant dont on va parler et dont nous avons eu... Moi, je dis la garde parce que le placement, ça, c'est quelque chose qui m'émeut encore. Il n'était pas placé chez nous, il vivait en fait avec nous. Et il a 24 ans, il vit toujours avec nous. Mais ça, c'est un autre sujet. Voilà, ça c'est bon. C'était pas prévu au départ, mais bon, ça se prolonge vraiment l'accompagnement et voilà. Donc, comment nous sommes passés de ce statut de parents, de grands-parents refuge, tiers digne. Donc, je vous rappelle qu'on était en 2012 et qu'il n'y avait pas la loi Taquet et que donc le placement chez des tiers dignes n'était vraiment pas une priorité. Donc c'était un combat et vraiment un combat difficile qu'il a fallu mener pour pouvoir éviter le placement pour le coup en foyer. Donc les faits, le proviseur du collège nous appelle un soir de décembre, il avait fait une IP et une information préoccupante, je pense que tout le monde sait, et nous informe de la gravité de la situation. Donc on prend notre voiture, on habite Paris et on part à Thonon-les-Bains, d'où Rétis, sous la neige et tout, enfin bon, tout va bien. Et vu la situation, nous décidons, mon mari et moi, de nous installer carrément à Thonon-les-Bains. On lâche un petit peu tout ce qui se passe à Paris. Voilà, on avait la possibilité de le faire, ce qui n'est pas possible pour tout le monde, hein, il faut bien l'avouer. On pensait en faisant ça qu'on allait
stabiliser la situation et que tout allait pouvoir rentrer dans l'ordre. Bon, non, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et du coup, ça a été le début d'une procédure où le commissaire de police, pour le coup, nous a demandé de prendre notre petit-fils. Il s'agit toujours d'ailleurs de notre petit-fils, de le prendre sous notre protection en attendant que la procédure se mette en place. Et là, on a été très secoués parce que, évidemment, nous ne connaissions rien des dispositions et des dispositifs de la protection de l'enfance, comment ça allait se passer, enfin voilà. Et il y a des miracles dans la vie. On est à Tenon-les-Bains, on est dans un petit restaurant que Valérie connaît bien et nous rencontrons celui dont on parle depuis ce matin, Mohamed Lousni, donc qui nous a beaucoup aidé pour savoir comment procéder. On a écrit au procureur et tout, parce qu'on s'attendait à ce que cet enfant soit tout de suite placé en foyer, ce qui nous terrorisait évidemment. Donc première audience auprès du juge des enfants, qui fut une épreuve terrible. J'ai encore un peu de mal à en parler. Parce qu'on était suspects, en fait. On était là pour s'accaparer cet enfant. On était vraiment jugés. Et je me souviens très bien de la réaction de notre petit-fils qui dit « Je ne comprends pas très bien, là, parce que vous parlez toujours de l'intérêt de l'enfant, mais en fait, on ne parle pas de moi. On parle de mes parents et on parle de mes grands-parents, mais on ne parle pas de moi. » Bon, donc la mesure d'investigation... sur 6 mois, donc on avait un rendez-vous, une autre audience programmée 6 mois plus tard, mais on avait quand même, elle nous avait donné la délégation provisoire, c'est-à-dire que l'enfant restait avec nous. Bon, 6 mois se passent, on n'a vu personne arriver, on ne s'est pas inquiété, donc on est retourné à la deuxième audience, on s'est fait, excusez-moi, engueuler parce qu'on n'avait pas eu d'investigation, mais nous, on n'allait pas s'investiguer nous-mêmes, hein, donc voilà. Donc on est reparti pour 6 mois. Et ça a été une année où on était quand même toujours dans cette angoisse de dire mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va être placé en foyer ou... Et non, au bout d'une année, on a été officiellement investi comme digne et digne de confiance. Voilà, ouf, au bout d'une année, ça s'est passé. Et donc, le juge des enfants a mandaté donc Rétis pour nous accompagner. Voilà pourquoi on parle beaucoup de Mohamed Lousni, bien sûr, depuis ce matin, et de Rétis qui a été présent à nos côtés toute la durée de l'accompagnement jusqu'à ce qu'on quitte Tenon-les-Bains en 2017, je crois. Pour revenir sur Paris. Alors, je pense que ce qu'on peut peut-être évoquer ensemble, c'est les difficultés qu'on rencontre en tant que tiers digne de confiance. Moi, je mettrais en priorité le conflit de loyauté dans lequel on est en permanence plongé, parce qu'on a un enfant qui est en conflit de loyauté avec son papa, puisque il n'y a pas de maman, avec son papa, mais nous, on a aussi un conflit avec notre fils. Enfin, c'est quand même vraiment... Ça, c'est une chose qui est très difficile à vivre et à gérer. Et comment on fait pour ne pas perdre le lien? Donc, c'est là où on a évidemment besoin d'aide, d'accompagnement, de professionnels. Comment on fait et qu'est-ce qu'on met en place pour maintenir le lien parents-enfants, enfants-parents, enfin bon, voilà, dans cette famille. Une autre difficulté qu'on a, je crois, j'ai pas entendu ce matin, enfin de cette journée, c'est on a d'autres enfants, nous, on n'a pas, voilà. Et les autres alors, comment ils se positionnent? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qui se passe dans cette famille? On nous a dit, un psychologue nous a dit, mais de toute façon, on s'occupe de ceux qui vont mal. D'accord, c'est ce qu'on fait, on s'est bien occupé de ceux qui vont mal. Mais les autres, est-ce qu'ils vont vraiment bien? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on n'est pas passé à côté? Je peux vous assurer que si, on est passé à côté, parce qu'ils n'allaient pas aussi bien que ça. Parce que tout le monde est impacté, il faut pas rêver. On est tout le monde est impacté lorsqu'il y a une difficulté de cette sorte dans une famille. Et je crois que ça doit parler à tous ceux qui connaissent ce genre de situation. Une autre difficulté qui n'est pas des moindres, c'est la double casquette. C'est-à-dire que on est grands-parents,
pour la plupart. Mais là, on passe éducateur. On n'est pas parent, mais on devient éducateur. Donc, comment on fait? Et d'ailleurs, moi, je me souviens quand même d'un intervenant, pas de Chéritis, tranquillise-toi Valérie, mais de, je ne sais pas qui, Annecy, bon, qui venait vérifier si tout se passait bien à la maison, et qui m'a quand même expliqué qu'il fallait être parent la semaine et grand-parent le week-end. Elle ne m'a pas dit à quelle heure on commençait à être grand-parent, je n'ai pas demandé, parce que bon, c'est compliqué. Mais bon, voilà, donc ça, c'est très, très difficile aussi. Comment on gère tout ça? Et ben, c'est pas gérable. Pour moi, c'est pas gérable. Voilà. Enfin, je pense, c'est très, très difficile. On a déjà dit aussi qu'on n'avait pas de temps de répit. Donc, nous, on s'est installé dans une région qu'on ne connaissait pas. En fait, on n'avait pas nos amis, on n'avait personne. On n'allait pas se faire beaucoup d'amis parce qu'on se fait souvent des amis par l'intermédiaire de l'école. Bon, les parents de notre petit-fils, ils avaient l'âge de nos enfants, donc ils n'allaient pas se faire copains avec les grands-parents. Donc voilà. Donc on se sent quand même aussi un petit peu seul. Et le statut, on en a aussi beaucoup parlé, donc je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. Et l'aspect financier pour beaucoup, je pense, de tiers concernés. Ça n'a pas été notre cas, Dieu merci. Bon, moi je vais être très très rapide, hein, parce qu'on a quand même dit énormément de choses. Moi je pense qu'il faut quand même avoir conscience quand... j'imagine que beaucoup d'entre vous travaillent avec les enfants, c'est qu'on a affaire avec nous des enfants qui sont abîmés. Ils sont vraiment tous abîmés, quelle que soit leur histoire. Et qu'on n'a pas, nous, TDC, les armes pour les accompagner. On ne sait pas. On fait du mieux qu'on peut, mais on ne fait pas forcément bien. Et on a vraiment, vraiment, vraiment besoin d'un accompagnement pluridisciplinaire, donc ce qui a été évoqué par Valérie et par bien d'autres, c'est-à-dire psychologue, mais c'est un accompagnement vraiment psycho-affectif dont on a besoin. Parce que le traumatisme, il existe chez l'enfant, mais il existe aussi chez le tiers, il existe chez les parents. Donc c'est cet ensemble qu'il faut pouvoir accompagner. Bon, accompagnement juridique, administratif, Valérie, tu en as parlé, et tout le monde en a parlé aussi. Un autre point aussi, sur lequel il faut être attentif dans l'accompagnement que vous pourrez mettre en place, c'est qu'en fait, on se sent quand même très, très seul. Très seul et voire incompris. Combien de fois on a entendu, mon mari et moi, oh, mais pourquoi vous faites tout ça? Enfin, il y a des services pour faire ça. Pourquoi vous faites tout ça? Vous avez tout lâché et tout. Donc on est quand même seul et souvent on est incompris, je pense. Souvent on est incompris, on dit, oh, pourquoi elle fait tout ça? Bon, voilà. Donc ça, c'est peut-être des choses auxquelles il faudrait vraiment aussi être attentif dans l'accompagnement. Enfin, j'ai peut-être pas de recommandations à faire, mais c'est de cette façon-là dont je l'ai ressenti. Que vous dire d'autre? Si, les groupes de parole, il me semble qu'il faudrait aussi systématiser des groupes de parents, parce que quand je dis on se sent seul aussi avec cette situation qu'on a, voilà, qui nous dépasse souvent, et de pouvoir échanger avec les autres parents, enfin les autres TDC, mais aussi, pourquoi pas, avec les parents d'ailleurs, nous fait prendre conscience qu'on vit la même chose, quelles que soient les difficultés, mais on vit la même chose, on se reconnaît, on est presque entre pairs en fait. Et puis, on n'a pas l'impression d'être trop un cas unique et qu'il n'y a que à nous ça arrive. On est capable d'échanger et ça fait du bien. Ça fait du bien. Et ça peut peut-être aussi faire un petit peu avancer les prises en charge. Ça, je ne sais pas. C'est pas à moi de le dire. Donc évidemment, tu disais Valérie, l'investissement, l'engagement total et tout. Oui, on se pose pas de questions. Enfin bon, en tout cas, c'était notre cas à nous. On se pose pas de questions. Moi, je maintiens que c'est le meilleur choix pour un enfant d'être chez ce tiers digne de confiance, que c'est la solution la mieux adaptée. Mais pour lui garder un cadre de vie stable, une situation si possible apaisée, ce qui n'est pas forcément
toujours le cas quand on a quand même les difficultés aussi avec le ou les parents. Mais garder à l'enfant son cadre de vie, ses copains, son collège, son club de sport, ça me paraît quand même primordial. C'est pour ça que nous, on est resté à Thonon-les-Bains. Bon, il y a pire comme ville, quand même, je vous avoue que bon. Mais voilà, c'est pour ça qu'on avait fait ce choix. Bon, en revanche, même si ce matin, on nous a un peu rassurés sur les contrôles qui étaient faits pour s'assurer que les tiers étaient vraiment dignes, moi, je m'interroge un peu sur le risque de passer d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire nous, une année à se dire pour vous qu'on ne vienne pas le chercher pour le placer en foyer, à un placement un peu rapide. Donc, je ne sais pas, c'est une question que je me pose, mais je pense surtout que dans l'accompagnement aujourd'hui, il faut vraiment qu'il soit renforcé. On parle d'AEMO renforcé, mais moi je pense que c'est l'accompagnement vraiment qu'il faut renforcer auprès des tiers, auprès des enfants et auprès des parents aussi. Voilà, moi c'est un peu l'expérience que je voulais partager. Merci beaucoup, Madame Dirska, pour ce témoignage qui, je pense, éclaire beaucoup des choses qu'on a évoquées tout au long de la journée. J'aimerais terminer avec notre dernier intervenant, Jean-Michel Boquet. Vous êtes conseiller technique au sein du département de la Seine-Saint-Denis et vous avez notamment travaillé l'année dernière à la construction d'un appel à projet pour ouvrir en Seine-Saint-Denis un service d'accompagnement et de soutien aux tiers d'île de confiance et aux accueillants durables et bénévoles. Ça a d'ailleurs été annoncé ce matin par M. Debuisson, puisque c'est le service qu'ouvrira Droit d'enfance au début du mois de juin. Et je souhaitais savoir, vous, comment dans la construction de cet appel à projet, vous avez pensé ce service, notamment, j'imagine, en vous appuyant aussi sur les expériences de services tels que Rétis que vient d'écrire. Quel a été le processus et les besoins identifiés dans cette optique-là? Alors, bonjour à tous. Alors, effectivement, je vais parler un peu du département de la Seine-Saint-Denis. Alors, on n'est pas du tout à Thonon-les-Bains, je précise. C'est pas tout à fait le même environnement. Alors, effectivement, on a travaillé à partir du moment où la loi Taquet est sortie sur la création d'un service sur l'accompagnement des tiers dignes de confiance. Et l'idée dès le départ avait été notamment d'associer les travailleurs sociaux et les partenaires du département sur ce sujet-là. Alors on a évidemment fait un diagnostic interne, combien de tiers dignes de confiance, j'en ai quelques chiffres après, combien de tiers dignes de confiance, combien d'accueil durable et bénévole, qui sont ces enfants, d'où ils viennent, etc. Mais l'idée était quand même aussi d'aller associer les partenaires pour construire ce service. Alors, dans les partenaires, il y avait évidemment le tribunal, les juges des enfants, mais aussi en interne, les inspectrices, les travailleurs sociaux, les conseillers techniques, les chefs de bureau, pour effectivement réfléchir dans la globalité de ce qu'on pourrait constituer et construire. Assez rapidement, il y a quelques éléments un peu majeurs qui sont apparus pour ce service. Le premier, ça a été que ce service sera un service administratif. Et grosso modo, l'expression, on l'oppose au fait que c'est d'abord un service à destination des tiers eux-mêmes et non un service qui pourrait être mandaté par des juges des enfants et qui ferait que ça deviendrait un service des enfants placés chez des tiers dignes de confiance. Grosso modo, on regarde combien il y a de tiers dignes de confiance, on regarde combien il y a d'AEMO en parallèle, et on se rend compte, c'est le constat qui a été posé tout à l'heure, les modes d'intervention avec les enfants et les tiers sont les mêmes, et il y a donc une confusion là dans comment on accompagne les personnes. Donc l'idée est effectivement que c'est un service administratif, et qu'il y a une information qui est donnée aux tiers dignes de confiance, et qu'ensuite c'est aux tiers de demander, d'aller chercher, de prendre rendez-vous, et de pouvoir conduire avec le service un accompagnement spécifique, individualisé en fonction de qui sont les personnes concernées. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est qu'il y a une nécessité de centre de ressources. Alors, centre de ressources, c'est un peu les constats aussi de ce matin. Il y a peu de recherches, en fait, sur les tiers dignes de confiance. Qui sont-ils? Comment ça fonctionne? Quelles sont les réussites, les échecs, etc.
Mais c'est d'abord et aussi avant tout un centre de ressources sur l'ensemble des dispositifs, notamment de droit commun, mais pas que, auxquels ils peuvent avoir droit, notamment sur les questions financières, qui est un objet réel. Donc il y a là une nécessité d'aller regarder de manière assez approfondie cela. Autre élément, l'articulation, la fameuse articulation tiers digne de confiance AEMO, qui est un vrai objet pour nous, et qui fait qu'on détourne en partie l'AEMO pour aller faire un suivi des tiers dignes de confiance, qui n'est pas tout à fait l'objet premier de l'AEMO. Et donc là, il y a une réflexion qui est menée sur ce sujet-là. On le construit comme ça, on réfléchit, on avance, et puis ensuite, la volonté du département étant de confier ce service à une association, évidemment, on rédige, puisqu'on est, nous, après la loi Passion, Santé, Territoire, évidemment, nous nous déposons un appel à projet qui fait que des associations peuvent candidater. Quelques chiffres sur ce que représentent les tiers dignes de confiance en Seine-Saint-Denis, pour vous donner un ordre de grandeur de comparaison. Grosso modo, en Seine-Saint-Denis, c'est 6 000 enfants placés. Les tiers dignes de confiance, c'est 235 mineurs confiés chez les tiers dignes de confiance. Avec 174 tiers dignes de confiance, ce qui veut dire qu'en fait, il y a beaucoup d'enfants qui sont, un certain nombre d'enfants qui sont placés avec leur fratrie chez les tiers dignes de confiance. C'est un élément important. L'accueil durable et bénévole est moins développé, puisqu'on a une trentaine de personnes qui sont accueillants, durables et bénévoles. Et au cours des années antérieures et des années qui suivent un peu 2022, le chiffre est relativement constant. On est grosso modo autour de 200, rarement au-dessus de 300. Ça reste à peu près stable. Quelques chiffres qui nous ont plus interrogés, par exemple, c'est la durée du premier placement chez un tiers digne de confiance, qui est très courte, 10 mois. On a essayé d'avoir un peu une analyse autour de ce chiffre relativement court. On n'en a pas vraiment. Parce qu'il faudrait aller prendre dossier par dossier, vérifier dans l'histoire en fait comment ça fonctionne. C'est assez facile à sortir en termes de stats. On prend les logiciels, on fait de la stat. Aller regarder le pourquoi du comment, c'est beaucoup plus compliqué. Ce qu'on constate, c'est qu'il peut y avoir des placements qui prennent fin, parce que notamment le tiers demande la fin du placement chez lui. Mais on ne sait pas non plus toujours si cette fin de placement, c'est à la demande du tiers ou si c'est à la demande de l'AEMO, par exemple. On n'a pas tellement ces éléments-là. Mais en tout cas, nous, ça nous a interrogés. Je disais, grosso modo, les 2 tiers sont suivis en AEMO. Et l'âge moyen des enfants placés chez les tiers dignes de confiance, c'est plutôt des petits, c'est autour de 10 ans. Grosso modo, l'écart type étant de quelques années, donc on est plutôt entre 7 et 13, on est rarement sur des grands adolescents. 21% des enfants qui sont chez des tiers dignes de confiance, c'est des enfants qui ont fait l'objet d'une information préoccupante. Et grosso modo, c'est le premier placement qui fait suite à l'information préoccupante. Donc ça veut dire que dans l'esprit des évaluateurs du département, je donnerai quelques éléments sur les évaluateurs du département, le tiers digne de confiance est quand même une ressource qui est réfléchie. On est quand même sur 21%, j'ai envie de le dire comme ça, il faut être un peu positif dans la vie, donc on est quand même sur 21%. On pourrait s'imaginer qu'on est largement en dessous. Il y a quand même une réflexion qui est menée. On peut tout à fait imaginer que les évaluateurs, on sait que les évaluateurs posent des questions dans les ressources internes de la famille, et que parfois, effectivement, les familles disent qu'elles n'ont pas forcément de ressources. Peut-être qu'il y a un travail suivant qu'il faudrait mener pour aller au-delà de cette simple réponse. J'ai dit, grosso modo, les enfants donc, sont majoritairement des petits. Peut-être pour préciser sur, pour nous, l'importance du service administratif. Pour nous, il a été important de le penser comme un outil qui est accessible aux tiers dignes de confiance et qui est un lieu pour eux. Pas un lieu où on leur demande, voire on leur impose
de venir sous contrainte. L'idée est vraiment celle-là, de se dire c'est un lieu pour eux. Et donc, base de volontariat, même si l'information est donnée au moment du passage chez le juge, si on est sur un tiers digne de confiance, au passage chez l'inspectrice de l'aide sociale à l'enfance, si on est en accueil durable et bénévole, qui fait qu'on donne l'information. Le service a vocation quand même de contacter, d'aller chercher les gens, mais il n'y a pas d'obligation de s'y rendre. Et ça, c'était pour nous un élément important. Le service est pensé comme un lieu qui accompagne, écoute, éventuellement fait de la médiation. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc je ne rentre pas dans le détail sur cet élément-là, notamment parce que quand on construit ces services-là, nous, dans les départements, on a un peu l'habitude de contacter nos collègues. Hein. Vous savez, chaque département a sa politique de protection de l'enfance. Mais nous, dans le fonctionnement classique de ce que l'on a, notamment quand on est conseiller technique ou quand on est sur des dossiers à construire, nous avons nos réseaux et nous appelons les autres départements pour savoir comment ils fonctionnent. C'est toujours comme ça que nous travaillons. Et nous allons toujours chercher ce que les autres ont fait. Alors sur les tiers dignes de confiance, au moment où on commence le travail, en fait, à part la Haute-Savoie, personne n'a rien fait. Ou peu. Donc évidemment, on va chercher les éléments. Alors on va d'abord chercher, puis ensuite on contacte les gens et on réfléchit. Et très rapidement, dans les échanges qu'on peut avoir avec les personnes qui ont travaillé sur cette question-là, l'élément important, il est que le lieu doit être un lieu pour les tiers dignes de confiance où la question de l'accompagnement par les pairs, des discussions par les pairs, exactement ce que vous avez expliqué, est un élément absolument central. Et donc il faut qu'on ait ces éléments-là dans le service qui sont un élément important. On y ajoute le fait que le service peut assurer les visites médiatisées. Alors on le met en peu parce qu'il peut y avoir d'autres dispositifs de visite médiatisée et que parfois ça peut être aussi très compliqué et qu'il y a une réflexion à mener sur une externalisation des visites médiatisées le cas échéant. Et ensuite, dans une réflexion plus globale, le département est grosso modo confronté à une crise de l'AEMO qu'on rencontre dans beaucoup d'endroits où il y a énormément de listes d'attente. Et on pense aussi que libérer des places d'AEMO, ces fameuses AEMO TDC, permettrait d'accueillir plus d'enfants en AEMO, mais ce n'est pas la seule réflexion qui est menée. Et nous avons enclenché aussi à cette période-là une réflexion importante sur le fait que nous avons en Seine-Saint-Denis une protection de l'enfance qui est particulièrement judiciarisée, avec peu de mesures administratives. Et notre volonté est de développer ces mesures administratives, alors pas exclusivement pour réduire le nombre d'AEMO, mais aussi parce qu'on est sincèrement convaincu de l'importance de la protection de l'enfance sur le volet administratif, donc du travail avec les parents, dans une construction avec les parents, qui fait qu'il y a une nécessité là, en fait, d'aller chercher une logique plus globale. Donc on cherche à développer l'AED, on cherche à développer les conférences familiales, on cherche à travailler sur une place des parents plus importante, notamment à l'intérieur de nos propres circonscriptions de l'aide sociale à l'enfance, avec des postes spécifiques qui ont vocation à aller travailler sur cette protection administrative. Donc la pensée globale du département est effectivement d'aller développer ce volet-là et donc de réduire le nombre d'AEMO. Sur cette réflexion sur l'accueil chez des tiers dignes de confiance ou l'accueil durable et bénévole, elle se porte sur une idée de développer cette forme d'accueil, notamment de la développer au moment de l'évaluation des informations préoccupantes. Alors précision, dans le département de la Seine-Saint-Denis, c'est le département qui assure l'ensemble des évaluations des informations préoccupantes. Je précise cet élément-là parce que dans d'autres départements, il y a aussi du secteur associatif qui le fait. Là, c'est le département qui en assure seul cette évaluation. Donc ça veut dire qu'il y a un travail en interne aussi pour que nos travailleurs sociaux soient formés à
qu'est-ce que c'est qu'un tiers digne de confiance, qu'est-ce que c'est qu'un accueil durable et bénévole, et évidemment de déplacer des pratiques de travailleurs sociaux sur 2 objets. Le premier, il est possible de travailler en protection de l'enfance en administratif, même s'il y a un danger avéré. Le danger n'est pas une condition sine qua non de transmission au juge des enfants. Et le deuxième élément, les familles ont des ressources, alors famille ou famille élargie, ou amis de la famille élargie, etc., etc. Parce que les tiers, c'est aussi des gens qui ne sont pas forcément des membres de la famille. Et donc, il y a là aussi une formation à apporter aux travailleurs sociaux sur le développement de la recherche, en fait, de ressources internes. Et peut-être un dernier point que l'on a soulevé aussi dans les groupes de travail et sur lequel on a toujours une réflexion, qui est le lien entre assistants familiaux et tiers dignes de confiance, ou assistants familiaux et accueil durable et bénévole. On a des assistants familiaux qui font des demandes, en fait, de devenir tiers dignes de confiance. Alors ça arrive à des moments particuliers ou d'assurer un accueil durable et bénévole. Parfois à la retraite, au moment de la retraite, il y a une nécessité de continuer pour faire que les enfants restent chez les assistants familiaux, où c'est une des dispositifs qui est utilisé. C'est parfois demandé par les enfants eux-mêmes qui voudraient rester là. Et là, il y a un vrai sujet sur comment on bascule de l'un à l'autre. Et il y a un vrai sujet financier. L'assistante familiale ou l'assistant familial est un salarié. L'accueillant durable et bénévole est un accueillant bénévole. Et donc, il y a un vrai objet financier. Certains et certaines assistantes familiales basculent sans aucune difficulté, où l'importance de la relation est prioritaire. Et donc, d'autres disent si on n'a plus les aides, on ne le fera jamais. C'est un vrai sujet qui mérite d'être réfléchi, notamment si on se replace dans l'idée qu'un placement long, construit, où les enfants sont accueillis, accompagnés, en sécurité, ne doit pas être cassé, pour X raison que ce soit, dans l'intérêt de l'enfant. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Alors pour celles et ceux qui sont intéressés par le service en question, sachez qu'il y a des dépliants qui sont disponibles sur les petites tables à la sortie de la salle. Et maintenant, évidemment, vous avez la possibilité de poser des questions à nos intervenants et intervenantes. Donc n'hésitez pas à vous manifester en levant la main. Oui, il y a une question là-bas. Bonjour. Petite question très rapide sur les relais familiaux. Juste pour présenter rapidement, donc l'équipe au niveau de la Croix-Rouge a à peu près le même dispositif que le vôtre à quelques détails près. Et la question du relais familial en tant que tel nous intéresse beaucoup. On aurait aimé savoir ce que vous entendez par relais familial et comment vous l'avez construit à proprement parler. Excusez-moi, on se demande à qui s'adresse votre question. Ça fait partie, je crois avoir compris ce que vous aviez dit à un moment donné dans le développé de votre explication, que vous parliez des relais familiaux, et il me semble l'avoir également entendu dans le discours de monsieur, à moins que j'ai mal compris. Oui, d'accord. Donc c'est effectivement, vous faites référence, j'imagine, à quand j'ai évoqué la question du répit. Trouver effectivement des solutions. Alors nous, en tout cas, dans les relais, j'ai évoqué le groupe d'entraide des tiers dignes, où effectivement le
le travailleur social. Donc en fait, nous, le service, c'est 4 antennes. Chacune des antennes a un travailleur social dédié avec un éducateur spécialisé ou une assistante sociale et puis un psychologue qui est plus en charge du suivi du développement de l'enfant. Donc le travailleur social, en général, organise, en tout cas à raison d'une fois tous les 2 mois, le groupe d'entraide des tiers dignes, où à ce moment-là, les solutions de répit, et j'évoquais donc la situation de cette tiers digne qui prend en charge l'enfant comme relais de l'accueil TDC. Ils arrivent en fait en échangeant entre eux à trouver des solutions. Le service accompagne également dans les demandes de recherche de colonies de vacances. On a également une association de familles, donc du Secours catholique, famille d'hôtes, qui propose des temps d'accueil, le cas échéant pour les enfants. Mais c'est vrai que c'est un des enjeux majeurs que de trouver ces solutions de répit. Et on l'a évoqué ce matin, combien effectivement, alors les tiers, c'est vrai qu'on parle par facilité de langage de tiers dignes de confiance, alors que la plupart sont des membres de la famille et qu'on ne devrait pas dire tiers dignes de confiance. La plupart du temps, ce ne sont pas des professionnels et pour autant, ils sont beaucoup moins bien traités que les professionnels. Et effectivement, la question de la différence de statut avec les assistants familiaux, alors qu'en fait les deux prennent en charge au quotidien l'enfant, pose question parce que l'assistant familial, lui, il a droit à un week-end de répit dans le mois, il a droit à des familles relais dans l'accueil, alors que le tiers digne, on bricole des solutions au cas par cas. Est-ce qu'il y a éventuellement une autre question ? Bonjour, Natacha Scharf, je suis cadre protection de l'enfance au département des Hauts-de-Seine et je coordonne l'équipe des tiers dignes de confiance qui est en place depuis 1 an maintenant sur le sud du 92 et qui va se déployer dans le nord courant 2025. J'avais une question parce que dans la loi, il est fait obligation au département d'accompagner les tiers dignes de confiance. Donc, ce qu'on voit, nous, sur notre département, c'est qu'on n'est pas toujours pas identifié par le juge, mais notifié par le juge comme service accompagnant les tiers dignes de confiance et l'enfant. Donc, ça nous est arrivé, systématiquement, on envoie du coup un rapport à échéance au juge, mais on n'est pas spécialement attendu en audience. Ce qui nous questionne. Et donc, je voulais savoir, vous, comment ça fonctionnait dans votre département. Alors, Madame de Rétis, est-ce que vous êtes systématiquement notifiée comme une AEMO en fait? Exactement. En fait, c'est ce que j'évoquais quand je ne voulais pas vous saouler avec les considérations juridiques. Mais effectivement, le service, donc notre service de suivi et de soutien des tiers dignes de confiance, est un service normalement uniquement administratif. Parce qu'en fait, on a une autorisation uniquement aide sociale à l'enfance. Ce service, initialement, il a été autorisé donc en double autorisation aide sociale à l'enfance, justice, donc préfet, direction territoriale de la PJJ. Sauf que j'évoquais, il a été autorisé en 2008 et il n'a ouvert qu'en 2011. Et en fait, le service est ouvert sur un fondement juridique, donc le L312.1, 11e, centre de ressources, prestataire de services, qui ne relève pas en fait de la compétence du préfet. Donc le préfet n'est pas autorisé à signer, en tout cas à l'époque, il ne l'était pas, à signer les arrêtés d'autorisation au titre du 11e, ce qui fait qu'il a été demandé à Rétis de solliciter le retrait de son autorisation justice, puisque le préfet ne pouvait pas prendre cet acte administratif considéré comme irrégulier. Du coup, l'habilitation justice a été retirée, le service est uniquement autorisé par l'aide sociale à l'enfance. Tant mieux, ça nous a permis de doubler la capacité, sans passer par l'appel à projet, donc tout malheur est bon. Mais par contre, les juges des enfants mandatent directement et en fait ordonnent un suivi éducatif
par le service tiers digne de confiance. Donc, le service est nommément désigné. Et à charge, par contre, nous, c'est effectivement pas sur la base du volontariat. Du coup, l'accompagnement est contraint. Il s'impose aux tiers dignes et aux parents, puisqu'on rend compte au juge des enfants de l'accueil et du travail qui est conduit dans le cadre du placement tiers digne de confiance. Mais, oui, juste pour compléter, donc le juge nous mandate directement, mais le conseil départemental de la Haute-Savoie nous mandate également en nous faisant une demande d'intervention. Donc on a les deux. Bonjour. Moi, je voulais savoir si vous aviez pensé également à faire des groupes de pères, mais des groupes de pères d'enfants confiés chez des TDC. Parce que vous avez évoqué tout à l'heure, madame, la question de, en effet, du sentiment d'anormalité. Je suis là. Voilà. La question d'anormalité que les enfants pouvaient vivre de par leur statut d'être confiés chez des TDC. Est-ce que, à la fois chez Rétis et à la fois dans l'appel à projet du 93, a été pensé à un groupe d'enfants confiés à des TDC ? Je me permets de répondre pour Rétis. En tout cas, alors, initialement, le constat pour la plupart des enfants confiés à des tiers dignes de confiance, c'est d'être dans je l'évoquais, hein, la normalité. Donc c'est, alors nous on a un certain nombre de, la porte d'entrée parfois du placement tiers digne, c'est l'AEMO, avec hébergement, c'est la mesure judiciaire d'investigation éducative et puis parfois c'est la main levée du placement ASE au profit du placement tiers digne de confiance. Et souvent les enfants, c'est plutôt quand ils sont au placement tiers digne, le retour à une forme de normalité, sûrement pas pour rencontrer d'autres enfants. Donc initialement, la réflexion en tout cas sur réunir les enfants ne s'est pas posée. Par contre, on a pu, quand on organise certaines actions collectives, on a pu aller voir par exemple Aldebert en concert et du coup proposer aux enfants tiers dignes de venir assister au concert avec les autres enfants et les autres parents et tiers dignes en fait sous forme d'action collective. Dans le cadre du groupe de parole des tiers dignes que j'évoquais, donc qui se réunit tous les 2 mois, les tiers dignes ont pu faire remonter le souhait que les réunions aient lieu avec les enfants. Donc en fait, on réunit, les éducateurs réunissent les tiers dignes et les enfants, notamment sur des temps de goûter, où ça permet en fait à chacun d'échanger. Alors les tiers dignes échangent entre eux, les enfants jouent entre eux, mais effectivement il y a des actions de réunion. Mais par contre, on n'a pas institutionnalisé de groupe d'enfants. Et pour la Seine-Saint-Denis, pas de groupe prévu de discussion pour les enfants. Je réinsiste, c'est d'abord et avant tout un service à destination des tiers eux-mêmes. Mais une réflexion qui avait été menée notamment sur la question des horaires d'ouverture et sur la question des groupes de pairs, où justement la question de les groupes de pairs sont possibles si on sait où sont les enfants et on peut discuter plus facilement si on sait que les enfants sont animés, accompagnés eux-mêmes. Et donc, sur ça après ce sera droit d'enfance qui travaillera en interne de son service, mais nous avions pensé la possibilité notamment des groupes de pairs le samedi, avec la possibilité de faire venir les enfants, mais pour une activité qui n'a pas de vocation éducativo, thérapeutico, discussion, etc. quoi. Plutôt une activité loisir. Alors il y a encore 2 questions, je crois. Oui, bonjour. Non, c'est pas moi. On est par là. Ah oui. Bonjour. Donc, je suis Madame Biancodi, éducatrice en service d'AEMO. J'ai une question pour le service AAP de Seine-Saint-Denis. J'ai pas très bien compris l'articulation entre le service de la CRIP, qui est donc encore les évaluations se font par le département, et comment l'articulation se fait entre les TDC et les services d'AEMO. J'ai pas bien compris si c'était un objectif ou si ça n'en est pas un. Comment est articulé le travail? Quelle est la stratégie mise en place? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail complet de l'organisation, mais l'ensemble des informations préoccupantes dans le département de la Seine-Saint-Denis sont évaluées par les circonscriptions de l'aide sociale à l'enfance, le cas échéant de l'action sociale et de la PMI.
Donc ce sont les travailleurs sociaux qui sont référents ou travailleurs sociaux de prévention dans les circonscriptions qui font ces évaluations. Ce n'est pas la CRIP qui le fait. La CRIP oriente, puis ensuite ce sont les travailleurs sociaux de circonscription qui font les évaluations. L'idée est de former ces travailleurs sociaux qui font les évaluations pour que la proposition le cas échéant, s'il y a une nécessité de placement, qu'une proposition de ressources familiales soit possible, ou de ressources familiales élargies, ou d'amis ou de gens en qui on pourrait avoir confiance. Je précise cet élément-là parce qu'en Seine-Saint-Denis, on a aussi beaucoup de familles qui n'ont pas de famille présente sur le territoire. Donc ça veut dire qu'il faut aller chercher des ressources qui sont autour, ou qui sont des constructions familiales qui sont différentes de celles qui sont uniquement les liens du sang. Donc ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc l'idée, c'est d'aller former ces travailleurs sociaux pour réfléchir à ces dimensions-là, notamment à travers des outils que pourraient être la conférence familiale ou d'autres formes d'outils. Donc ça, c'est le lien CRIP, tiers digne de confiance. Sur la question de l'AEMO, l'idée est de retirer ou de faire qu'il y en ait le moins possible de double mesure tiers digne de confiance, puisque le placement chez un tiers digne de confiance est une mesure de protection de l'enfance et une AEMO. Il y a une double mesure, en fait. Et donc que le service accompagne le tiers digne de confiance, et en accompagnant le tiers, la protection est assurée. Il n'y a pas besoin de rajouter une mesure supplémentaire. Dans un contexte qui est celui d'une autre, mais on n'est pas les seuls, hein, où il y a des listes d'attente à 18 mois en Seine-Saint-Denis sur l'AEMO. Je ne sais pas si je réponds à la question. Comme je n'ai pas mes lunettes, je ne vois pas les gens, donc je ne sais pas si les gens acquiescent de la tête ou pas. C'est bon, merci. Bonjour, ma question est pour la représentante de l'association Rétis. Donc, juste une précision, vous avez indiqué, donc vous avez un capacitaire de 80 mesures, il me semble. Vous avez dit que votre service est désigné dans les ordonnances. Et donc, je voulais savoir si il arrivait que vous soyez désigné alors que vous ne soyez plus en capacité de répondre. Est-ce que dans ce cas-là, comme c'est le cas avec les espaces rencontres ou les services d'AEMO, vous faites des listes d'attente Alors, je vais déjà avouer qu'on excède notre capacité dans la limite de 30% actuellement, puisque effectivement on accompagne 95 tiers lignes de confiance. Les mesures qui sont en attente, en fait, on a créé un dispositif innovant qui est l'équipe ressources, qui est une équipe en fait qui gère les situations d'attente et apporte en fait une première réponse, une veille, un pointillé, en sachant que par contre, parce qu'il faut savoir que le service tiers ligne de confiance, donc notre prix de journée, même si on est en dotation globale, c'est pour la moitié l'indemnité journalière d'entretien. Donc, quand on est en situation d'attente, on renvoie effectivement sur le conseil départemental pour le versement, dans l'attente de l'effectivité de l'accompagnement par le service. Mais par contre, on a effectivement un éducateur et une psychologue qui sont sur l'équipe ressources, mais qui est transversale en fait à l'ensemble des services de Rétis, qui gère la liste d'attente et assure une veille socio-éducative sur l'ensemble des situations. Parce qu'on est parti du principe que si le juge des enfants ordonne une mesure et que cette mesure, a fortiori, elle est avec exécution provisoire, c'est-à-dire qu'elle s'impose même si le parent fait appel, c'est pas pour qu'elle reste sur liste d'attente. Si le juge l'a ordonné, c'est qu'il y a un enfant en danger et que donc il faut que les personnes aient des intervenants en face. Alors bien sûr, ça n'empêche qu'il faut des moyens, mais nous, en notre Savoie, en plus, on est plutôt privilégiés parce qu'effectivement, on ne manque pas de moyens financiers, on manque plutôt de moyens humains parce que la Suisse voisine attire les talents. On va prendre une dernière question juste ici. Oui, bonjour. Ma question portait sur la notion d'évaluation. On en a beaucoup parlé, d'évaluer les potentiels TDC, mais est-ce qu'il y a un protocole? Est-ce que c'est des choses qui sont écrites? Et comment vous fonctionnez pour cette évaluation? Sur combien de temps, etc.
Alors, j'ai envie de dire qu'on a différentes modalités d'évaluation. Donc, on a notamment évoqué ce matin une pratique qui tend à se mettre en place, mais qui est du coup une évaluation avant le placement tiers digne, qui est la conférence familiale ou conférence du groupe familial. Qui est une pratique qui nous vient des Maoris de Nouvelle-Zélande. Et nous, on dit que nos TDC, c'est un peu nos Maoris de France. Parce qu'en fait, c'est l'idée de réunir les ressources familiales, de les identifier avec les parents, avec les enfants, de pouvoir... alors, il y a tout un protocole avec un coordinateur indépendant, de réunir ces ressources familiales pour que la famille trouve des solutions, mais des solutions qui sont ensuite acceptées, validées par les services, par le juge des enfants, et c'est le plan de la famille. Donc là, on peut, je pense notamment à une dernière conférence du groupe familial pour laquelle qui s'est tenue samedi, donc c'est tout frais, dans laquelle j'étais coordinatrice et où le service éducatif a demandé l'organisation de cette conférence du groupe familial. Elle ne pouvait pas rester au domicile, donc c'était soit le placement ASE, soit un autre, un ailleurs, et effectivement la famille a trouvé sa propre solution et on est sur de l'accueil en dehors du domicile, donc auprès de tiers, mais pas dans le cadre d'un placement tiers digne de confiance, mais dans le cadre d'un arrangement familial avec l'accord de la maman. Et du coup, il y a une mesure d'AEMO avec hébergement qui s'exercera à partir des nouveaux domiciles de la jeune fille en question. Donc là, l'évaluation après, c'est effectivement les intervenants du service qui évaluent la qualité de l'accueil, les conditions matérielles de l'accueil, qui font le lien avec tous les partenaires, avec la scolarité, etc., et qui rendent compte de la qualité de l'accueil et de son impact positif sur le développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant, et de la réponse à ses besoins fondamentaux. Merci à tous les trois pour vos interventions et cette dernière table ronde. Je pense qu'on peut les applaudir ensemble.